Alors, comme on vous a tous les deux, on voulait vous poser une question sur un événement important, le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, que j'ai personnellement lu, et dedans, il y a un chapitre qui s'appelle « La France juive », où il explique que les Juifs ont fait la France. Ah, c'est pas la thèse française. de Drummond. Non. C'est la thèse de Bernard-Henri Lévy. Ça pourrait prêter à confusion, oui. Alors moi, je suis un assez bon spécialiste de Bernard-Henri Lévy, parce que si vous lisez mes bouquins, j'ai sorti plusieurs textes assez construits sur Bernard-Henri Lévy, où j'ai dit tout le monde se fout de la gueule de Bernard-Henri Lévy en disant que c'est un faux intellectuel, parce que c'est vrai que ce qui est notoire, c'est que depuis le jour où il a commencé à ouvrir la bouche, qu'on peut dater de vers 1976-77, avec les nouveaux philosophes, qui étaient en fait le passage des intellectuels français à l'anticommunisme, on va dire primaire, mais enfin des intellectuels de gauche à l'anticommunisme primaire, tout le monde a toujours dit Bernard-Henri Lévy est un abruti, et ce qui est dingue, c'est qu'il a été vilipendé par Raymond Aron, par Claude Lévi-Strauss, par Derrida, c'est-à-dire par les grandes figures de l'intelligence juive de son époque. Donc il n'a aucune légitimité intellectuelle, et son pouvoir est inversement proportionnel à son autorité intellectuelle. Ça, c'est une certitude. Même aux États-Unis, ils le prennent pour un guignol. Il y a eu l'affaire Botul, etc. Or moi, j'ai toujours dit, c'est pas une bonne manière de voir les choses, parce qu'en réalité, Bernard Lévy est un personnage de première importance en France, parce que c'est le maître de l'idéologie dominante. Il est toujours à l'avant-garde de l'idéologie dominante, et que chaque livre qu'il a sorti dans sa vie était pour donner la nouvelle direction de l'idéologie dominante impériale, hein, c'est-à-dire américano-sioniste, représentant le pouvoir oligarchique, etc., etc. Et si vous regardez bien, il a été le premier à dire qu'il fallait tourner le dos à l'URSS, au progressisme socialiste, avec l'idéologie du goulag. Hein, il a été le premier à dire qu'il fallait oublier Solzhenitsyn, quand Solzhenitsyn a affirmé qu'il n'était pas seulement anti-soviétique, mais aussi néo-traditionnaliste en soutenant les Vendéens, et chaque fois par des livres. Hein. Après, il s'est attaqué au dépeçage de la Yougoslavie. Il s'est attaqué récemment à la destruction des États arabes laïques avec la Libye. Et aujourd'hui, il sort un livre qui s'appelle L'esprit du judaïsme, dont le contenu explicite, tu pourras le vérifier, est le destin manifeste des Juifs est de dominer le monde et les autres peuples pour leur bien. C'est un destin qui nous a été, comment dirais-je, dans lequel on est impliqué par Dieu directement, même si on ne l'a pas voulu. Donc c'est très ambigu. C'est-à-dire, nous sommes le peuple élu malgré nous, mais nous devons le faire, et nous devons le faire pour votre bien. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire, c'est plus l'idéologie des années précédentes où il disait il n'y a pas de communauté juive dominante. C'est un fantasme antisémite. Il n'y a que des additions d'individus qui sont là dans la superstructure pour leur talent individuel, et en avoir une analyse collective serait de l'antisémitisme. Là, il dit bien, nous sommes une communauté qui a été mise sur terre pour dominer, c'est-à-dire, il appelle ça, je crois, le trésor des nations. Hein. Et après, la deuxième chapitre, c'est « Et la France, il est légitime que nous la dominions, pour votre bien, parce que c'est nous qui l'avons faite. » Et il va jusqu'à dire, le rabbin Rachi a inventé la langue française. C'est-à-dire que vous oubliez Rabelais, vous oubliez le roman de Renard, et en fait, la France est juive. C'est presque du Céline sans le talent, quoi. C'est, vous avez vu le nez des Bourbons, quoi. Oui, bien sûr. De toute façon, il y a toujours un pont évident entre l'antisémitisme et l'hystérie philosémite à la Finkielkraut ou à la BHL. Ces deux versions, c'est la même version du monde, à part qu'il y en a un qui s'en réjouit et l'autre qui le déplore, mais ça dit exactement la même chose. Hein. C'est ça qui est notoire, c'est ce que dit d'ailleurs Gilad Atzmon, c'est ce que dit Israël Shamir, c'est ce que disent tous les juifs honnêtes et intelligents qui ont déchiré le voile du tribalisme. Ils disent finalement, il n'y a aucune différence entre une certaine arrogance juive et une certaine détestation antisémite. Simplement, certains se réjouissent et d'autres le déplorent. Voilà. Et là, Bernard-Henri Lévy nous donne l'idéologie dominante des années à venir, ce qui rejoint l'avant-garde de Valls. Rappelez-vous que quand Valls dit ça, il a Bernard-Henri Lévy dans son dos. Hein. Il y a immédiatement derrière lui. Hein. L'avant-garde, hein, et l'arrière-garde. Les nations sœurs ou jumelles, je crois, Israël et France. BDS, condamné par la justice française. L'analogie maintenant stricte faite par un Premier ministre entre antisémitisme et antisionisme, alors que Israël est en train de devenir objectivement non pas une nation laïque qui se justifie par des persécutions, comme ça pouvait être justifiable ou compréhensible après-guerre, ou des laïcs qui fuient des persécutions nazies, puisqu'il y avait eu quand même une tentative de solution finale territoriale, au moins sur l'Europe, disent on veut un pays à nous, une nation, c'est-à-dire être une nation comme les autres. À ce moment-là, il y a une possibilité d'être sioniste. Hein. Les Juifs ont droit à une nation comme les autres, etc. Et c'est en général
en apparence au moins, des laïcs. Là, on a un pays qui devient ouvertement un pays qui allie l'hystérie religieuse et le militarisme exacerbé, hein, c'est-à-dire c'est une coalition d'extrême droite qui n'est plus défendable par aucune idéologie de gauche. Hein. On a des religieux extrémistes et des militaires au pouvoir qui annoncent au nom de Dieu et de la saine violence, une purification ethnique assumée, hein, avec Gaza. Donc au moment où normalement tout le monde devrait être, on va dire, israélo-critique, parce que l'antisionisme, on ne sait plus ce que ça veut dire, il se passe ce processus inverse. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous scandalisez de ce qui se passe à Gaza, c'est de l'antisémitisme. Ce qui est effectivement aussi très dangereux et très réversible, parce que si c'est ça l'antisémitisme, faut se poser des questions si l'antisémitisme c'est mal ou si c'est bien. Et que peut-être que finalement on nous avait pas bien expliqué et qu'on avait mal compris. Alors voilà, Bernard-Henri Lévy aujourd'hui nous montre la nouvelle voie à suivre, ce qui est de dire, effectivement, nous dominons la France, c'est pour votre bien, c'est notre destin manifeste, il est divin, et en plus, il est vérifié par notre intelligence supérieure, nos prix Nobel, etc. Ça rejoint exactement la promesse biblique, hein. Et de toute façon, ce pays est le nôtre, puisqu'effectivement, ils emplissent tellement la superstructure que ça se voit, il n'est plus question de le nier. Ce pays est le nôtre, car nous l'avons inventé. Et il va jusqu'à dire, l'onction des rois c'est copié sur les Juifs, alors qu'on pourrait dire c'est copié sur les Égyptiens, hein, parce que tout ce que les Juifs ont fait est de toute façon copié sur des peuples qui étaient là avant eux, essentiellement d'ailleurs les Égyptiens. Mais il dit voilà, le roi de France finalement c'est juif, la langue française, la langue vernaculaire qui fait qu'on passe du latin au français, c'est le rabbin Rachi, c'est juif, la Révolution française c'est juif, les droits de l'homme c'est juif. Il nous dit que tout ça est juif, ce qui rejoint exactement toutes les pires thèses d'extrême droite traditionnelle, hein, voilà. Donc on en est là aujourd'hui. C'est très très malsain, très étrange. C'est un vrai passage en force. Oui, et puis c'est surtout qu'est-ce que Bernard-Henri Lévy peut reprocher aux antisémites? C'est simplement de ne pas se réjouir d'un constat identique. C'est juste de déplorer ce dont Bernard-Henri Lévy se réjouit. Aujourd'hui, il le reproche, presque plus rien. C'est-à-dire qu'il reconnaît le talent, il reconnaît... Oui, il dit finalement aujourd'hui il y a des crétins... Alors qu'il y a 35 ans, quand il faisait l'idéologie française, il disait que c'était ce qui avait conduit au nazisme et ainsi de suite. Oui, de toute façon... Donc il y a un changement de braquet pour un passage en force. Mais ça, c'est traditionnel. Hein. On voit très bien, si on veut citer simplement Poutine ou Solzhenitsyn, que les Juifs ont fait la révolution bolchevique, qui est une révolution anti-russe, parce que je rappelle que dans l'URSS, il n'y a même pas le mot russe, Union des républiques socialistes soviétiques, et qu'après, finalement... que les Juifs bolcheviques, qui avec les Géorgiens faisaient pratiquement 100% du pouvoir sur l'URSS, quand à un moment donné ils ont perdu la main, ils ont décrété au moment des réfugeniques que non seulement les Juifs n'avaient rien à voir avec la révolution bolchevique, mais que c'était lié à l'éternel esprit russo-slave, hein. Et ça, celui qui a montré ce virage à 180 degrés et ce mensonge explicite, c'est Solzhenitsyn dans 2 siècles ensemble, hein, et qui est le moment d'ailleurs où Bernard-Henri Lévy, qui n'avait que Solzhenitsyn à la bouche pendant des années avec le goulag, produit son adieu à Solzhenitsyn, hein. Donc on voit très bien que systématiquement ces gens-là se repositionnent sans vergogne pour comment dirais-je, leur pur intérêt stratégique de domination. On peut aussi parler de Finkielkraut, qui pendant des années a accompagné l'immigrationnisme français, en étant un des saints patrons de SOS Racisme et en étant d'ailleurs toujours membre d'honneur de la LICRA, et qui aujourd'hui dit que le problème c'est l'islam et qu'il faut réconcilier la France sur le dos des musulmans, alors que ces musulmans qui sont devenus le bouc émissaire désigné par Finkielkraut, ont été, introduits en France contre même l'avis des Français par l'immigrationnisme, hein, puisque le musulman d'aujourd'hui, c'est l'immigré d'hier, hein. Donc on voit bien chez Bernard-Henri Lévy ou chez Finkielkraut une inversion, toujours une stratégie triangulaire de domination par le divisé par régner, avec des inversions de stratégie triangulaire. Et ça, si vous étudiez l'histoire depuis 2500 ans, c'est systématique, hein. Et malgré cela, Dieudonné, un espoir, vous accueillez au Théâtre de la Main d'Or Jonathan. C'est ça, un jeune talent de confession juive, disons-le. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'il a commencé il y a quelque temps. Il est venu, carte blanche, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas son producteur, mais je suis simplement... on est en co-réalisation, la salle et lui. Et donc, il est totalement libre dans ce qu'il fait. Et je crois que
il essaye, c'est pas facile, parce que je crois qu'il a été menacé, il m'a dit, par des gens de la LDJ, je ne sais pas exactement qui. Je ne sais pas comment il va évoluer. Ce que je sais, c'est qu'il a un talent, il se met en risque. Je n'ai pas encore vu son spectacle. Je sais qu'il n'est pas forcément tendre, ni avec moi, ni avec Alain, ni avec... Il paraît, oui. Bon, mais justement, c'est ça, il faut que chacun puisse s'exprimer. Moi, je suis pour ça. Et le fait qu'il vienne jouer à la Main d'Or, bon, c'est bien. C'est hautement symbolique. C'est symbolique. Et puis, moi, ce qui m'intéresse avec le temps, c'est d'observer... de remettre du dialogue là où il n'y en avait plus, essayer de discuter. On parlait de Bernard-Henri Lévy, je reviens juste dessus. Moi, je pense que ce qui est très intéressant avec Bernard-Henri Lévy, c'est qu'il est le maître étalon de cette imposture, c'est-à-dire qu'il ne vend aucun livre, personne ne l'écoute, il n'intéresse personne. Il nous est imposé par des médias dominants qui manipulent depuis des années, mais qui ne fonctionnent plus. Et Bernard-Henri Lévy, c'est vraiment l'exemple type du mec qui, en réalité, n'intéresse personne. Réellement. C'est le symbole et le symptôme. Ouais. Et c'est... je reviens au spectacle de Jonathan, mais je crois que dans la communauté juive, je crois, il m'a parlé de Bernard-Henri Lévy, par exemple, Jonathan. Il me dit, voilà, moi, je me suis pas représenté par Bernard-Henri Lévy, et c'est dans ses intentions, en tout cas, de départ, c'était de mettre le doigt, de critiquer, de permettre à chacun de rire, de dire qu'il faut rire aussi des Juifs, il faut rire de tout le monde, et chacun doit pouvoir avoir le droit de le faire. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Encore une fois, c'est une tentative. On voit, on regarde, on observe, et puis, en tout cas, il l'a fait, il le fait. Il est en ce moment au Théâtre de la Main d'Or pour ça. Et il y a quand même une petite note d'espoir, c'est que moi je suis contacté quand même par beaucoup de jeunes juifs qui ont, disons, la trentaine, qui me disent je comprends un peu votre agacement, nous sommes inquiets de la stratégie de nos vieux meneurs qui ne comprennent plus rien à la réalité contemporaine et qui disent on n'a pas du tout envie d'être représenté par un vieux Kuckerman ou des types comme ça qui sont encore sur des visions du monde qui remontent dans la séquence 30-45 là. Et en fait, il serait peut-être temps que la jeune génération des Juifs de France prenne le pouvoir pour le bien de la fraternité républicaine, parce que je pense que ce qui pèse surtout, c'est les vieux schnocks, hein, et Bernard Lévy en fait partie. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils trouvent Dieudonné très drôle, et je reçois beaucoup de témoignages, hein, et qui sont inquiets de cette volonté de punir, et de punir de façon explicite, c'est-à-dire de démontrer un pouvoir. Si je me rappelle quand Dieudonné se fait chasser de Hong Kong avec la complicité de l'ambassade de France, qui normalement doit protéger ses ressortissants, pas aider à les faire châtier par une puissance étrangère, cette démonstration de force systématique, cette arrogance, cette brutalité qui ressemble beaucoup à la stratégie israélienne envers les Palestiniens, inquiète pas mal de Juifs intelligents. Ils disent qu'à un moment donné, ça pourrait avoir des effets négatifs, et il pourrait y avoir comme du retour de bâton. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que des gens qui se prétendent si intelligents retiennent si peu les leçons de l'histoire. Il y a quand même des récurrences depuis 2500 ans. Alors peut-être que ces gens pensent qu'on arrive à la fin des temps et que le Messie va arriver et va effectivement leur permettre de transformer l'essai. Parce qu'il faudra une intercession divine pour qu'il puisse transformer l'essai. Parce que pour que, Bernard Lévy finisse par avoir raison et que la majorité des Français admettent effectivement que la France est juive et qu'elle a été faite par les Juifs, il faudra que Dieu redescende sur terre. Sinon, ça ne se passera pas. Ce n'est pas possible, parce que on peut mentir à quelques personnes tout le temps. Hein, on peut mentir à tout le monde quelque temps, mais on peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Hein. Et ce que je suis étonné, c'est la question que je pose, comment ces gens-là pensent-ils pouvoir échapper, aux lois de l'histoire, aux récurrences de l'histoire et aux lois hegeliennes de l'histoire? Il faut vraiment que ces gens-là soient des mystiques et qui pensent réellement que, le Messie va venir les aider à transformer l'essai. Sinon, ça va forcément mal se passer pour eux et mal finir pour eux, comme ça l'a toujours été dans l'histoire, puisque je rappelle que mon très cher ami, le rabbin Ron Chaya, nous rappelle bien que tous les 33 ans, ça se passe mal quelque part. Et Bernard Lazare explique bien que, effectivement, il faut chercher les causes en soi.
et pas toujours chez l'autre. Je rappelle d'ailleurs, autre remarque, que le peuple juif, d'après ses leaders, est le peuple, peut-être c'est pour ça d'ailleurs que c'est le peuple messie, qui ne commet jamais aucune faute, qui n'est jamais responsable de rien, et qui est toujours victime et seulement victime. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu un responsable juif dire « nous avons commis des erreurs », ça peut être de notre faute, ou nous allons changer de stratégie, etc. Ces gens-là sont purs de toute tâche. C'est-à-dire que même le péché originel, ils ont dû y échapper. C'est toujours la faute des autres. Partout, tout le temps, et en tout lieu. Et là, ça pose des problèmes, je dirais, de logique, pratiquement. Des problèmes d'intelligence pure. Et tout le monde est obligé, à un moment donné, s'il se pose la question, d'en arriver aux mêmes conclusions historiques et logiques que votre humble serviteur. Xavier ? Non, mais c'est le prochain film d'Yvon Attal où la France devient un pays juif. C'est dans le scénario qu'on a pu consulter. Donc la France devient un pays juif et Marine Le Pen est tondue d'ailleurs dans ce film. Ouais, elle s'appelle Eva et elle est tondue par son compagnon qui est juif. Ouais, c'est assez symbolique. Et alors sinon, à propos de ce que vous disiez tout à l'heure, sur Internet, vous avez vu qu'il a été demandé à Manuel Valls d'instaurer un état d'urgence sur Internet. Ouais, j'ai appris ça. Et bon, évidemment, je nous sens d'ailleurs visés. Mais ça va être très compliqué parce que sur Internet, évidemment, il y a cette capacité d'adaptation et de rebond qui n'existe pas dans l'ancien monde. Ils pensent qu'ils vont pouvoir arrêter, stopper, mais c'est impossible. Puis il y a les restes d'âme française. C'est qu'on a dit aux Français qu'ils étaient les maîtres de la pensée libre, le pays de Descartes, c'est-à-dire de la logique. Et à un moment donné, la France est en train de devenir une dictature du politiquement correct au nom de la défense des minorités systématiques. À un moment donné, il y a peut-être des peuples qui sont habitués à ce genre de verticalité. Je sais pas, en Chine, le quant à soi chinois est peut-être moins une tradition. Mais nous sommes les maîtres du monde du quant à soi. Nous avons prétendu en accoucher pour le monde et l'histoire. Et à un moment donné, que la France devienne une dictature, la France des droits de l'homme, la France de la laïcité, la France de Rousseau et Voltaire, la France de Victor Hugo, devienne une dictature de gens qui se réclament de l'État d'Israël, qui prétendent être le peuple élu, et qui prétendent que la terre leur est promise, c'est des contradictions tellement énormes, tellement massives et tellement visibles, que effectivement, il faut une dictature implacable pour que ça puisse fonctionner. Le problème, c'est que quand un pouvoir commence à tirer dans la foule, d'une certaine manière, commence à faire arrêter ses généraux, commence à saquer les gens qui contestent l'idéologie dominante, que ce soit même les mecs qui présentent le bulletin météo, au bout d'un moment, rappelez-vous, quand le tsar fait tirer sur la foule en 1905, c'est ce qui amène la révolution quelques années après. On a ça d'ailleurs dans tous les régimes un peu violents, on a vu ça en Égypte, on a vu ça ailleurs, c'est que quand un pouvoir est visiblement très illégitime et commence à exercer une violence abusive sur les gens qui représentent le peuple et qui représentent le génie de la nation, et là, personne ne pensera à Bernard-Henri Lévy, à terme, ça ne peut que mal tourner. Ou alors, il faut vraiment qu'on rentre dans un âge noir de dictature totale. Mais quand on voit la violence qu'était la dictature soviétique, ça n'a quand même tenu tout ça que 70 ans. Par rapport à la longue histoire, c'est très peu. Par contre, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrances et de morts. Et là, l'avenir de la France, on est face à, comment dirais-je, un choix, je veux dire, une alternative de plus en plus radicale. C'est soit, on voit que c'est en train de péter de partout, donc soit ça va être la dictature de monsieur Valls et de monsieur Kuckerman ou de son successeur. Je sais que là, ils ont choisi très habilement un Oranais, parce qu'il va falloir gérer les cousins. C'est plus le problème des Polonais, maintenant, c'est les cousins qui s'appelle Khalifa. Ouais. Juif algérien. C'est le grand calife. Non, mais je pense que ça a à voir effectivement avec la gestion de nos ex-chances pour la France devenus problème islamique. On peut analyser tout ça. Donc, est-ce que la France demain, ça sera la dictature de monsieur Valls avec le CRIF et la LICRA, ou est-ce qu'à un moment donné, les Français vont reprendre la maîtrise de leur destin avec quelque chose de l'ordre d'un sursaut bonapartiste, ce qui est un peu la tradition française. Et ça, c'est demain. C'est pas dans 30 ans. C'est demain. Alors, il est possible qu'effectivement, le mal gagne, et puis que nous finissions mal au sens du confort quotidien. Mais de toute façon, tout ça se joue demain. Et ça se passera pas en douceur. Je pense que c'est déjà trop tard.